Ce plateau pour la suite de cette émission autour de la transition dans sa seconde partie consacrée à l'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau de M. Aimé Stéphane Mansaré. M. Aimé Stéphane Mansaré, il faut le préciser, est directeur général du CERFOP. Le CERFOP, c'est le Centre d'études de recherche et de formation parlementaire du CNT. C'est une des directions, en tout cas stratégiques, mises en place par honorable docteur Dansa Kourouma, président donc, de l'institution parlementaire, dans le cadre bien sûr de la qualification du travail du Parlement. Alors avec monsieur Mansaré, aujourd'hui nous parlerons bien sûr de la thématique intitulée « La responsabilité morale et sociale des intellectuels » dans le cadre bien sûr de la refondation de l'État. Alors monsieur Mansaré, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Encore une fois, merci. Merci, c'est toujours intéressant de me retrouver sur ce plateau magique du Parlement. Très bien, c'est toujours un plaisir en tout cas pour nous de vous accueillir et merci surtout pour la disponibilité. Voilà, donc lorsque nous vous sollicitons dans cette émission. Oui, Daniel. Oui, monsieur Mansaré qui d'ailleurs le plus souvent fait des sorties pour parler des questions d'intérêt national. Alors, monsieur Mansaré, dans une de vos tribunes, vous affirmez, je cite, la refondation ne doit pas être un simple changement administratif, mais une renaissance de l'esprit national. Dites-nous, selon vous, quelles sont les caractéristiques essentielles de cette renaissance? En fait, bien avant d'aborder cette question de renaissance morale, je voudrais commencer par parler de l'intellectuel. Parce que de toutes les façons, la dynamique qui nous renvoie cette problématique de renaissance s'appuie sur l'intellectuel. Parce que c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qu'on appelle intellectuel. C'est extrêmement important pour la Guinée d'aujourd'hui de savoir qui on appelle intellectuel. Et je voudrais dire, en abordant l'aspect historique et l'aspect doctrinaire de ce concept ambivalent, naturellement, qui est utilisé par tous, que depuis le XVIe siècle, avec Rabelais, dans son roman aussi important qui a remué tout le monde à son temps, le roman qui a été publié en 1532, qui s'intitule Pantagruel. Pantagruel. Donc Pantagruel, c'est dans ce roman, disons, d'explication de la signification de l'intellectuel que Rabelais a dit une fois, je crois que on utilise tous, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout à fait. C'est extrêmement important et je pense qu'aujourd'hui encore c'est d'actualité pour notre pays parce que nous sommes dans une période de refondation. Il faut bien savoir quel pourrait être le rôle des intellectuels guinéens. Et je voudrais dire qu'un intellectuel, ce n'est pas seulement l'accumulation du savoir. Ça, c'est un aspect qui est important. Et l'accumulation du savoir aussi n'est pas totalement liée au grade académique. Ça veut dire qu'on peut avoir un intellectuel dans une communauté qui maîtrise bien l'environnement de sa communauté et qui a la capacité de faire une analyse comparative entre sa communauté et les autres communautés. Ça, c'est extrêmement important de le savoir parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est ceux qui ont le doctorat, le professorat, qui ont la licence, qui sont des intellectuels. Donc, premier élément qui induit la définition, qui induit, qui explique, qui peut définir un intellectuel, c'est d'abord la science. Donc, la science, ça veut dire accumulation de savoir, mais pas un savoir académique, universel comme on le dit. Et deuxième élément, c'est la conscience. La conscience, c'est l'esprit critique, en rapport avec les intérêts du peuple. C'est extrêmement important. Troisième élément, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est qu'un intellectuel doit dire la vérité. Ça, c'est un postulat, mais comment dire la vérité? Ça aussi, c'est une question intéressante qui a été traitée déjà depuis le XVIe siècle par Rabelais. Donc l'intellectuel doit pouvoir dire la vérité par allégorie. L'allégorie, ça veut dire on dit la vérité selon un style pédagogique qui correspond au statut de l'intellectuel. Un intellectuel qui insulte, qui dit des choses qui ne plaisent pas du tout, qui dérangent tout le monde, détruit
il ne construit pas. Donc, il y a donc l'allégorie, cette allégorie, il y a un troisième élément, c'est le réalisme. Le réalisme, c'est ne pas détruire, construire. Parce que même si vous dites une vérité qui détruit, vous n'êtes plus un intellectuel. Parce que vous avez plutôt contribué à détruire. Vous comprenez? Donc, de façon générale, je voudrais d'abord planter le décor pour dire que un intellectuel, c'est d'abord la science, la conscience, l'allégorie et le réalisme. Dès qu'un élément manque, ce n'est plus un intellectuel, il peut être un destructeur. C'est clair. Très bien. Oui, par rapport à la question, mais justement par rapport à la question, les caractéristiques. Quoi consiste concrètement cette responsabilité morale? Oui, cette responsabilité. En fait, dans le contexte guinéen, les intellectuels ne doivent pas seulement se contenter de la critique. C'est pas seulement la critique. Il faut encadrer, il faut conseiller, il faut éclairer. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Parce que imaginez qu'il y ait une erreur dans ce studio et que le responsable, c'est peut-être M. Tolno, que M. Koïla vienne lui dire cette vérité sans pédagogie, il détruit plus qu'il ne construit. C'est ça la vérité. Donc, encore une fois, l'intellectuel doit être un détenteur de science, c'est-à-dire qui accumule la connaissance, mais pas une connaissance brute comme l'a dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais l'intellectuel doit être allégorique, il doit utiliser l'éphémérisme, et c'est ça le problème aujourd'hui que nous avons avec les intellectuels guinéens. Beaucoup d'intellectuels guinéens, c'est vrai, ils disent certaines vérités, mais ils les disent dans des formes, comme le disait Sékou Touré, blessantes, dans des formes qui poussent à la destruction, pas à la construction. C'est extrêmement important que les intellectuels se redonnent. Ensuite, quand il y a une situation donnée, nous sommes en refondation. C'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Ça, il faut le savoir. Mais même s'il y a des défauts, il y a des petits problèmes, je pense que l'intellectuel doit jouer son rôle en utilisant ces 4 grandeurs-là pour que la chose change. Et renforcer aussi les acquis pour que la Guinée change. Mais si vous dites des choses qui détruisent les dynamiques de développement, en ce moment, vous n'êtes plus un intellectuel. C'est exactement cela. Merci, monsieur le directeur. Oui. Vous décriviez l'intellectuel comme un acteur moral, plutôt qu'un spectateur. En quoi consiste concrètement cette responsabilité morale dans le contexte guinéen? Dans le contexte guinéen, je ne citerai pas d'intellectuels, mais vous connaissez beaucoup d'intellectuels qui sont, bon, on les appelle comme ça des intellectuels, mais parfois, quand ils interviennent, ça pollue l'atmosphère. Et au lieu de résoudre le problème pour lequel ils interviennent, ils l'aggravent. C'est un peu ça. Donc la responsabilité morale aussi de l'intellectuel aujourd'hui, c'est de savoir observer la réalité et accepter que nous sommes dans un postulat de réalité et que cette réalité-là, il faut faire en sorte en tant qu'intellectuel qu'on puisse utiliser ou profiter de tout le potentiel de la réalité pour changer la Guinée, dans l'intérêt de la Guinée. Mais si on fait le contraire, on n'est plus un intellectuel. Donc la responsabilité morale, moi je dis qu'aujourd'hui les intellectuels guinéens doivent se rappeler que ce n'est pas la Guinée qui a inventé cela. Depuis Rabelais, c'est depuis le XVIe siècle. Et on a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Un intellectuel qui n'a pas la capacité de faire de l'allégorie n'est pas un intellectuel. Et je vous donne quelques exemples dans l'histoire pour illustrer. Jean-Jacques Rousseau a dit, par rapport à l'œuvre de Nicolas Machiavel, le prince, que beaucoup de personnes ont lu en sciences politiques, il a dit ceci, c'est très important, ça a été mon sujet en sociologie politique en sortie à l'université. Il a dit, Nicolas Machiavel, en feignant donner des leçons au roi, en a donné de grandes au peuple. Donc Nicolas Machiavel pouvait s'adresser directement au peuple, mais il serait guillotiné, vous le savez. Mais il s'est adressé au roi, mais il a donné de grandes leçons au peuple. C'est ça qu'on appelle l'allégorie et l'éphémérisme. Et je pense qu'il faut aujourd'hui interpeller les intellectuels guinéens et d'utiliser ces mêmes méthodes. Parce que si vous n'utilisez pas d'éphémérisme, vous critiquez de façon acerbe. C'est comme si vous vous mettez à la place de l'activiste politique
ou alors de l'opposant politique. Et or, vous n'êtes pas un opposant politique. Et le statut de l'intellectuel se renforce par sa neutralité, mais pas une neutralité passive. On critique. Moi, je suis l'un des intellectuels guinéens qui produit beaucoup aussi avec les tribunes. Je critique beaucoup, mais ce sont des critiques objectives et versées sur les propositions de solutions. C'est ça. Mais ce n'est pas critiquer seulement pour déstabiliser les choses. Je pense qu'encore une fois, il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'on appelle intellectuel. Ouais. Et si on parle au nom des intellectuels, on doit utiliser ces 4 éléments qui ont été consacrés depuis le XVIe siècle. Et tous les pays normaux utilisent cela. Je pense aujourd'hui que nous sommes en refondation. Le régime actuel n'est pas parfait. D'ailleurs, il n'y a pas de régime parfait, mais il y a des résultats quand même. Et il y a un potentiel à aider. Et c'est le rôle des intellectuels de faire en sorte que ce potentiel soit valorisé pour que la Guinée change dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et c'est ça le rôle de l'intellectuel. Alors tout à fait. Ce que vous dites est tellement intéressant parce que lorsque vous échangez très souvent avec, en tout cas ceux qu'on pourrait qualifier d'intellectuels naturellement, ils sont souvent un peu perplexes compte tenu de la politisation à outrance de la société guinéenne jusque dans un passé très récent. Lorsque vous adressez, en tout cas vous faites des sorties, en tout cas vous donnez une certaine critique, soit vous êtes taxé on va dire, de personnes vendues. Voilà, donc si ces critiques naturellement vont à l'endroit de ceux qui sont opposés au pouvoir, et si c'est le contraire, donc on vous taxe d'opposants, vous n'êtes pas dans l'esprit. Alors dans un tel contexte, beaucoup ont choisi de donner leur langue au chat, et finalement, voilà, donc ils sont mis dans le silence. Est-ce que dans un tel contexte, pour le cas par exemple de la Guinée, quelle attitude ou quelle posture un intellectuel doit avoir pour réellement contribuer à faire avancer les choses sans qu'on nous livre à la vindicte populaire quelque part? C'est ça, vous avez raison, parce que quand on passe au crible d'une analyse objective l'histoire politique de la Guinée, on comprend que au cours de la Révolution, la Première République, beaucoup ont été contraints à se taire. Mais par leur faute aussi, pas seulement par l'environnement politique qui existait. Parce que quand je disais tout à l'heure, si tous ceux qui se sont opposés sur certaines orientations, par rapport à certaines orientations politiques et techniques, si ces intellectuels-là utilisaient les 4 valeurs définies par Rabelais, je pense qu'ils ne seraient pas aussi dans cette situation-là. Parce que les gens, c'est vrai qu'il n'y a pas de phénomène positif éternel. Il y a tout ce que l'homme pose comme œuvre, il y a les forces et les faiblesses. Mais l'intellectuel doit avoir la possibilité d'attaquer les faiblesses, mais dans un langage pédagogique qui ne perturbe pas l'équilibre. Parce que quand l'équilibre est perturbé, naturellement, on ne peut plus parler de développement. Je pense encore une fois que beaucoup d'intellectuels se sont tus à un certain moment de l'histoire, par leur faute et par la faute aussi de l'environnement, naturellement. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les intellectuels doivent reprendre leur blouson d'intellectuels en incarnant les 4 valeurs. Je dis toujours, la science, oui, mais la conscience, l'allégorie, mais aussi le réalisme. Et ça, c'est extrêmement important. Et si nous le faisons, il n'y a pas de problème. Vous écoutez, moi je critique. Moi je critique. Si vous lisez mes tribunes, je critique. Mais je critique dans un style pédagogique. Et pour ne pas... Vous ne pouvez pas venir insulter un président de la République, par exemple. Parce que vous êtes intellectuel, vous avez des arguments. Vous l'insultez, vous insultez le régime. Naturellement, il y aura une réaction négative. Moi, je pense encore une fois que pour que les intellectuels guinéens acceptent de jouer leur rôle dans le développement du pays, il faut qu'ils soient du côté du peuple. Et moi je dis, il y a une sorte de maxime en sciences politiques, on dit l'intellectuel doit être du côté du peuple, mais il doit être utile à l'autorité. Utile. Même si vous êtes du côté du peuple, si vous n'êtes plus utile à l'autorité, alors vous avez tous les problèmes du monde. Maintenant, comment concilier les deux? Je pense que c'est votre question. Comment concilier les deux? Être utile, être du côté du peuple. Et être utile, c'est ne pas être extrémiste.
Parce que le plus gros problème que nous avons avec les intellectuels, c'est l'extrémisme, c'est la passion. Il ne faut pas être extrémiste. Ni du côté du régime, en acceptant tout et en soutenant de façon aveugle, vous n'êtes plus un intellectuel. Ni ceux qui s'opposent, en s'opposant à tout et en disant que tout ce qui est fait est mauvais, vous n'êtes plus un intellectuel. Donc votre capacité de rester dans l'équilibre, en étant avec le peuple, mais aussi avec le régime, avec les autorités, c'est cette capacité qu'il faut développer au niveau des intellectuels. Et je pense que beaucoup d'intellectuels l'ont compris aujourd'hui. Et je peux dire que beaucoup d'intellectuels sont en train de le comprendre. Malheureusement, il y a aussi des intellectuels très passionnés des deux camps qui sont dans l'extrémisme de la mouvance et l'extrémisme de l'opposition. Ça, ils perdent la qualité d'intellectuel. Très bien. Mais comment, dans ce cas, comment donc encourager la culture de la critique rationnelle dans un contexte où les débats sont souvent passionnés? C'est ça, les débats sont passionnés, mais effectivement, un intellectuel qui glisse dans les débats passionnés n'est plus un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est du recul, c'est la capacité d'observer et de savoir dire la vérité dans la forme dans la forme adéquate, une forme adéquate. Mais si vous dites cette vérité dans une forme qui détruit, dans ces conditions, vous n'êtes plus un intellectuel. C'est vrai, vous posez une question assez intéressante, mais aujourd'hui, ce qu'il faut pour la Guinée, c'est d'avoir naturellement des think tanks, comme on les appelle. Des think tanks, en fait, des forums de réflexion d'intellectuels. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Avoir en Guinée des intellectuels qui soutiennent le régime, qui soutiennent la transition, mais dans la posture analysée, qui objective, qui analyse, qui propose des pistes de réflexion par rapport, qui font de la prospective, qui font des analyses objectives. On a besoin de ces intellectuels-là. Il ne faut pas les confondre à des activistes politiques qui soutiennent le régime sans même comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective de changer la Guinée. Imaginez, en 2040, la Guinée doit absolument être un pays émergent. Mais il y a beaucoup d'hypothèses. Parce qu'il y a une vision. C'est une vision, mais pour l'atteinte d'une vision, je prends l'exemple de beaucoup d'autres pays qui ont réussi la vision, la Chine et beaucoup. Mais ce sont les forums de réflexion scientifique neutres qui ont aidé à l'atteinte de la vision. Mais si l'État reste entre deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a ceux qui soutiennent aveuglement, ceux qui détestent aveuglement, dans ces conditions, il n'y a plus de place pour les intellectuels. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous encourageons à ce qu'en Guinée, on ait des forums d'intellectuels pour analyser, pour proposer au régime actuel, parce que jamais, comme l'a dit un expert international la dernière fois, jamais les astres ne se sont alignés pour la Guinée que cette fois. Donc, mais il faut aider. Il faut aider. C'est le rôle des intellectuels. Mais si vous-même, vous aidez à créer le trouble, quand vous écoutez certains intellectuels guinéens qui se disent intellectuels, il n'y a pas de différence entre le président d'un parti politique d'opposition et eux. Il n'y a pas de différence. Si vous écoutez aussi des intellectuels qui soutiennent le régime, il n'y a pas de différence entre eux et les politiciens qui gèrent. Alors, entre les deux, il faut qu'on ait des cohortes d'intellectuels guinéens qui s'intéressent. C'est comme ça que ça s'est fait à Singapour, c'est comme ça que ça s'est fait au Japon, c'est comme ça que ça s'est fait en Chine, et ça se continue à se faire. Je pense que les intellectuels doivent prendre une responsabilité. Aujourd'hui, j'entends parler de la mise en place de certains forums. Même moi, je participerai à ces forums. Et il y a au moins une vingtaine de grands intellectuels guinéens sortis des universités qui veulent aujourd'hui mettre en place un forum d'observation, d'analyse objective, naturellement, pas pour détruire, mais pour aider cette dynamique-là à produire les meilleurs résultats à l'horizon 2040. Oui, mais aussi, à ce niveau, quelle frontière entre justement ces intellectuels-là aussi et on va dire les clients de décret, parce que très souvent, il y a quand même certaines postures que certains adoptent juste pour frapper dans l'œil des gouvernants, dans l'espoir de se faire une place dans le dispositif. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il y a une méthode, une posture à adopter pour être un outil d'aide à décision en vue de parfaire la gouvernance sans pouvoir
aspirer à se retrouver dans le système. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes en train actuellement de mettre en place un forum d'intellectuels. On a dit, ceux qui s'engagent dans ce forum ne doivent pas s'attendre à un décret. Ouais. On s'interdit ça à l'intérieur. Parce que c'est très grave. Si vous êtes dans un forum intellectuel, vous voulez un décret, vous êtes obligé d'aller dans l'autre extrême. Bien sûr. Un extrême ou l'autre extrême. Ouais, et dans ces conditions, ça devient très dangereux. C'est pourquoi on dit, tous ceux qui acceptent d'adhérer à notre forum ne doivent pas chercher de décret. C'est ça. Si vous voulez chercher un décret, vous sortez du forum. Parce que vous êtes des intellectuels, en principe, vous êtes censés être des neutres. Parce que vous êtes avec le peuple, mais utile à l'autorité. C'est extrêmement important. Moi, je voudrais sauter sur cette partie quand même, revenir. On peut être intellectuel, hein, supposons que vous avez un forum de qualité et que l'État veut que vous serviez l'État. Hein, dans votre forum, qu'est-ce que vous faites? Oui, maintenant, ce que nous faisons, de toute façon, il y a un règlement intérieur assez caustique qui demande aux intellectuels qui appartiennent au forum de faire des réflexions objectives, de ne pas être, je ne sais pas comment on appelle ces démagogues, ces intellectuels démagogues là, qui sont des deux extrêmes. Et si l'État, parce que je vous dis souvent, je l'ai dit sur ce plateau, si on catégorise les postes de responsabilité en Guinée en 3, comme le Sénégal l'a fait avec Senghor. Il y a des postes qui sont immédiatement techniques, sur lesquels reposent les dynamiques de développement du pays. Oui. Ça ne se négocie pas, ce sont des techniciens. Vous êtes compétent, on vous met, vous n'êtes pas compétent, on ne vous met pas. Que les lois accompagnent cela. Maintenant, il y a aussi des postes qui sont faits pour des intellectuels peut-être démagogues, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ils ne sont pas démagogues, ils soutiennent une cause. On peut les mettre là-bas. Mais il faut s'assurer qu'ils ont la compétence. Parce qu'on peut soutenir un régime, avoir la compétence. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Et jouer effectivement son rôle par rapport au poste qu'on occupe. Mais la troisième catégorie, c'est des postes qui n'ont pas trop d'impact sur la vie, le développement de la nation. Il n'y a pas de problème. Même ceux qui applaudissent, vous pouvez les mettre là-bas. Si dans la cour, là, on demande à quelqu'un naturellement de contrôler ceux qui balayent la cour le matin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'enjeu par rapport au développement de la nation. Mais il faut catégoriser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un forum d'intellectuels indépendants qui sont pour le régime. Parce qu'il faut le dire aussi. Ils militent pour, par exemple, la transition actuelle. Nous, tous ceux qui adhèrent à notre forum militent pour la transition. Il faut pas. Mais vous parlez de. Militer pour la transition, ça ne veut pas dire utiliser l'arme de la démagogie. Utiliser son intelligence pour alerter, éclairer, donner de grandes orientations. Et proposer aussi. Oui, c'est ça, proposer, c'est ça le rôle de l'intellectuel. Mais si on fait la confusion entre les deux, je pense qu'on ne se retrouvera jamais. D'accord. Les membres ne devront pas, vous parlez de ces intellectuels qui devront faire partie de ce forum. Vous disiez que ces personnes ne doivent pas venir avec l'intention de bénéficier d'un décret. Mais si jamais c'est l'autorité qui offre. Oui, mais c'est possible de répondre favorablement. En réalité, attention, allons-y dans les textes guinéens. On doit répondre. Hein, exactement. Je vous dis, je vais vous dire simplement que si vous lisez les textes actuels de la Guinée, l'administration est déjà apolitique. L'administration est apolitique. Et d'ailleurs, nous saluons tous la grande décision du président de la République qui a demandé à tout le monde cette fois-ci de rester dans les bureaux, de ne pas laisser les bureaux vides pour aller faire comme on a l'habitude de le faire. Ça, c'est déjà un acte fort que nous saluons. Parce que cela a déstabilisé certaines dynamiques de développement de ce pays-là depuis des décennies. Aujourd'hui, c'est pour la première fois en République de Guinée, à la veille d'une campagne présidentielle, qu'un communiqué officiel soit diffusé, interpellant les agents publics de rester en place et d'assurer la continuité du fonctionnement de l'État. Ça, c'est pour une première fois. Il faut saluer. Et cela veut dire, dans une certaine mesure, qu'il peut y avoir une cohabitation entre l'esprit critique et la gouvernance. Une cohabitation. Là, cette cohabitation, elle doit être une cohabitation sincère. Mais si il n'y a pas de cohabitation, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas que ceux qui viennent dans notre forum sont contre. Nous voulons
que, d'abord, nous saluons les politiques publiques actuelles, parce que Simandou, quoi qu'on dise, c'est une première. Oui, effectivement. Et même pas en Afrique seulement, parce qu'il y ait un projet concret qui est accompagné par une vision. Ouais. Et qu'un État s'aligne sur cette vision. C'est une première dans le monde. Et je pense que c'est aux intellectuels de démontrer ça, que c'est une première au monde. Et c'est aux intellectuels d'appuyer cette vision-là, pour que finalement la Guinée soit à l'horizon 2040 un pays émergent. Ouais. Parce que nous en avons les possibilités. Les gens s'accrochent sur les questions de 15%. Moi, je ne m'accroche pas sur les... Au-delà du projet qui accorde à la Guinée 15%, voyons les effets multiplicateurs positifs. Au-delà aussi, voyons la vision qui accompagne. D'ailleurs, les fonds de Vision Simandou 2040 ne viennent pas seulement de Simandou. Il faut le savoir. Ouais. Il y a d'autres fonds qui sont tirés ailleurs. Donc, encore une fois, c'est une première. Nous avons besoin, pour les intellectuels guinéens, d'avoir une certaine vision d'accompagnement. Pas une vision démagogique. Pas une vision pour dire, applaudir comme ça. On ne comprend même pas. Parce que certains applaudissent, ils ne comprennent même pas. Mais moi, je pense que notre forum doit pouvoir, n'est-ce pas, être au milieu, être avec les autorités, mais utile aux autorités avec le peuple. Avec le peuple. C'est une formule très intéressante que nous allons donc mentionner. Oui, allez-y, Daniel. Alors, dans ce contexte, dites-nous, quelles initiatives concrètes peuvent permettre aujourd'hui à la recherche guinéenne de contribuer efficacement à la refondation de l'État avec votre initiative? Et ça, vous posez une question assez pertinente. Autour de cette question, nous avons discuté avec beaucoup de professeurs d'université qui pensent qu'il est bien temps aujourd'hui de redonner à nos universités leur grande place dans la problématique. Le laboratoire d'idées quand même. Le laboratoire d'idées. Effectivement. Et qu'on leur donne cette possibilité-là. Et qu'on aide à ce que les universités, les centres d'études scientifiques, les centres de recherche travaillent dans ce sens-là. Et pas seulement les faire glisser dans le domaine de la démagogie, comme vous connaissez, on soutient. Oui, on soutient, mais il faut avoir la capacité de dire, oui, voici des alertes. Voici des alertes, il faut aller par là. Attention, il y a ceci ou cela. Ça, c'est la réflexion de l'intellectuel. Mais le militant enthousiaste, non, ce n'est pas son problème. Il n'analyse pas comme ça. Lui, son rôle, c'est de soutenir aveuglement. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, si on donne la force aux universités, je parlais de think tank tout à l'heure, ça existe dans beaucoup de pays où il y a des associations, des forums d'intellectuels qui cohabitent avec des cadres, qui cohabitent avec le peuple, avec la société civile, mais où le débat, il est normalisé, il est orienté vers ce qui est bon pour la Guinée. Ce qui est bon pour la Guinée, ce qui est bon pour le peuple de Guinée, mais utile aux autorités. Il faut que les autorités sachent aussi que c'est utile pour eux. En ce moment, on vous soutient. Mais si vous venez en tant qu'opposant, on vous prend comme un opposant. Il n'y a rien à dire. Moi, je pense encore une fois que le rôle, l'État est en train de faire beaucoup de choses. Quand je prends Simandou Academy, j'ai lu tous les projets actuels. Ce n'est même pas fini encore parce qu'il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train d'être élaborés. Mais je vous dis que nous allons dans ce sens-là. Des grandes universités qui vont être créées, des grands centres. Vous voyez déjà l'École nationale d'administration qui est dans Simandou Academy. Il y a aussi le côté institutionnel des universités pour donner aux universités guinéennes leur rôle de catalyseur du processus de développement. Il faut leur donner. Les intellectuels, ils existent. Mais actuellement, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Koïla, les intellectuels se sont tus. C'est l'histoire de la Guinée. Beaucoup d'intellectuels disent « Ah non, moi je ne parle pas de politique ». Mais attention, comment un intellectuel doit parler de politique? C'est la grande question qu'on doit se poser. Ce n'est pas en s'opposant. Si vous parlez de politique comme l'opposant X, dans ces conditions, on vous traite comme un opposant X. C'est ça. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des forums qui sont encadrés par la loi guinéenne pour que les intellectuels puissent s'affirmer. Et je suis convaincu d'une chose. Je suis l'un des plus grands partisans de la promotion de l'expertise nationale. Actuellement. Je sais que beaucoup ne veulent pas du tout m'écouter par rapport à ça, mais je pense encore une fois que la souveraineté intellectuelle est la force du développement durable. La souveraineté intellectuelle. Je ne dis pas qu'on doit vivre en autarcie, mais je dis que quand il y a un intellectuel aguerri ou des intellectuels aguerris dans un domaine donné, surtout le domaine administratif, le domaine social, le domaine économique qui concerne
l'analyse de la sociologie de la Guinée, Ouais. c'est mieux de prendre un expert national qui a plus de compétences qu'un expert international, quel qu'il soit. Oui. Et encore aujourd'hui, je vous donne 2 exemples. C'est l'exemple du Japon. Le Japon est le pays qui utilise le plus d'experts internationaux. Mais ils ont une attitude qui effraie tout le monde. J'ai un ami qui est parti faire une conférence la dernière fois là-bas. On l'a invité pour une conférence. Mais il m'a dit qu'il n'a jamais vu ça dans le monde. On l'a écouté. On l'a applaudi. On l'a accompagné. On l'a même primé. Il a eu un satisfecit national du Japon. Mais après, les experts japonais se sont retrouvés. Et il m'a dit qu'il y a un expert qui lui a dit « Nous n'avons pris que ce qui nous intéresse. Ouais. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Nous n'avons pris que ce qui nous intéresse. Ouais. Parce que si vous êtes agressé par l'expertise internationale, moi je suis expert national, mais j'ai été aussi expert international. J'ai fait des études, je connais comment les plagiats se font. Ouais. Donc si vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas une politique nationale de promotion et de protection de l'expertise nationale, parce que dès que vous parlez de ça, on dit non, ça veut dire, vous voulez dire qu'on ne veut pas d'experts internationaux. Non, on en veut. Même au Maroc, actuellement, pour certaines études, on prend un expert international quand il n'y a pas d'expertise nationale disponible. Mais quand il vient, il est coordonné par des experts nationaux. Ça, c'est de la souveraineté intellectuelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un expert national parce qu'il va faire du plagiat. Ouais. Moi, si on me dit d'aller faire une étude sur la fonction publique ivoirienne en tant que consultant international, mais je prends les études faites au Togo, je ne sais pas, dans tous les pays, je fais une compilation, mais rapidement, en une semaine, j'ai fini ma compilation, parce que ce sont à peu près les mêmes réalités, mais c'est ça le danger. Parce que chaque peuple a son noumen. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre les études de la Côte d'Ivoire, penser que vous voulez changer la Guinée. Et je termine ce pan par une anecdote, c'est que 40% des gros projets qui ont échoué en Guinée, et là, on ne peut pas me dire non, les projets depuis 1958, beaucoup de projets ont échoué parce que les études de base ont été faussées. Les données ont été plagiées et aujourd'hui, nous sommes dans un perpétuel recommencement. Si vous prenez l'administration publique guinéenne, on est à 7 réformes. Mais analysez les résultats de ces réformes. En fait, encore, vous voyez, la souveraineté intellectuelle, nous sommes pour ça. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Aimé Stéphane Mansaré. On fait signe à l'oreille donc que voilà, que nous avons atteint, voilà, donc nous sommes à la fin du temps que nous avons imparti. Merci beaucoup pour toutes ces en tout cas pour tous ces éclaircissements par rapport bien sûr à cette thématique très importante. Et voilà, donc nous aurons l'opportunité de le faire prochainement bien sûr avec vous, et surtout parce que vous êtes très disponible pour n'est-ce pas répondre aux invitations de la radio et de la télévision parlementaire. Ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission. Nous avons reçu, il faut le rappeler pour ceux qui viennent à l'instant de nous prendre en marche et qui suivaient la radio parlementaire, nous avons reçu comme invité M. Aimé Stéphane Mansaré, directeur général du Centre d'études de recherche et de formation parlementaire du CNT, le CERFOP, avec qui nous avons parlé de la responsabilité morale et sociale des intellectuels dans le contexte de la refondation de l'État. Dans l'espoir de vous retrouver très nombreux dans les prochains numéros de cette émission, nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie bien sûr des programmes de la radio et de la télévision parlementaire. Portez-vous bien, au revoir.